Il est l'heure de retrouver notre débat de la mi-journée, confrontation d'idées entre aujourd'hui l'entrepreneur et homme politique Charles Becbédé et Éric Scholl de Courrier International. Bonjour messieurs. Bonjour. Les suites de la tentative d'assassinat de 4 policiers dans l'Essonne samedi fait donc toujours, on le constate malheureusement, dans nos différentes éditions, la une, avec aujourd'hui un appel des syndicats de police à la grève du zèle et à des rassemblements silencieux devant les commissariats. Et nous allons justement nous rendre devant le commissariat central d'Évry, dans l'Essonne, la ville de Manuel Valls. On y retrouve Marlène Séguin. Marlène, les initiatives de protestation se multiplient. Oui, exactement. Et ici, devant le commissariat d'Évry, il y a déjà un peu plus d'une centaine de fonctionnaires de police qui se sont rassemblés à l'extérieur, un rassemblement silencieux pour soutenir leurs collègues gravement blessés dans cette attaque. Et je me trouve avec Daniel Chaumette, vous êtes le secrétaire général délégué d'unité SGP FO Police. Pourquoi avez-vous fait le choix d'appeler à ces rassemblements partout en France ? Bien parce qu'il est absolument primordial que la famille police, que la communauté police se regroupe après ce qui vient de se passer sur ce département avec 2 de nos collègues, Vincent et Jenny, qui sont aujourd'hui encore à l'hôpital, dont Vincent qui est dans une situation extrêmement critique, qui ont fait l'objet d'une tentative de meurtre, employons les mots parce que les mots sont forts, mais c'est une tentative de meurtre contre les policiers. On a voulu les brûler vifs en les empêchant de sortir de la voiture. C'est totalement effroyable, c'est inadmissible. Il convient aujourd'hui de réagir. Alors vous êtes ici pour montrer votre soutien à ces collègues. Vous êtes aussi ici pour montrer votre détermination à ce que la situation évolue ici. Alors c'est inévitable, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, la délinquance a complètement évolué dans ce pays. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des endroits du territoire où la police ne puisse pas aller, que la loi de la République ne s'exerce pas. Ça, c'est totalement inadmissible. Il y a tout un tas de gens dans ces quartiers qui n'y vivent pas de gaieté de cœur, qui souhaitent avoir un minimum de sécurité. Les services de police souhaitent faire leur boulot, qu'on nous donne bon sang, les moyens humains et les moyens matériels de faire notre travail, qu'on puisse aussi rétablir les liens avec la population. Tout ça est extrêmement important. Je vous remercie Daniel Chaumette et je rappelle que d'autres syndicats, par exemple Alliance, appellent quant à eux à ne répondre qu'aux appels police urgence et à ne plus continuer les activités habituelles. Ce n'est pas le cas de votre syndicat, mais vous le voyez, la mobilisation donc se poursuit sous différentes formes. Merci Marlène et merci à votre invité. Il y a une question toute simple qu'on se pose quand on entend ce témoignage de policiers et bien d'autres d'ailleurs. Combien de temps les forces de l'ordre vont-elles pouvoir tenir encore ? C'est clair qu'on est confronté là à une telle multiplication des zones de non-droit en France et depuis si longtemps. Ça fait 30 ans de laxisme qui aboutit à la situation terrible d'aujourd'hui. Donc je comprends la désespérance de ces policiers. J'ai une pensée pour le policier qui se bat pour sa survie en ce moment à l'hôpital. Il a fait l'objet, donc comme le rappelait ce policier, d'une tentative de meurtre, mais avec préméditation. C'est un véritable assassinat. Oui, c'est une tentative d'assassinat dans ce cas-là. Épouvantable ce qui s'est passé. Donc voilà, on a laissé pourrir les choses pendant 30 ans et donc maintenant on en paye les conséquences. 30 ans de pourrissement ? Donc droite-gauche confondue, pour faire simple. En tout cas, oui, on voit que c'est une situation effectivement inacceptable. Vous parlez de zones de non-droit. On se souvient, il y a eu un débat là-dessus en France qui était né après, je crois que c'était la chaîne américaine Fox News qui avait parlé de zones de non-droit en Angleterre et en France après les attentats de 2015. Alors on avait évidemment expliqué qu'il n'y avait pas de zone de non-droit, que les fonctionnaires, que les services publics, que la police pouvaient exercer partout sur tout le territoire. On s'aperçoit à quel point c'est difficile de mener à bien ces missions. Et si on regarde depuis quelques années le nombre de policiers blessés en mission, on s'aperçoit que le chiffre est en train d'augmenter chaque année. Il est tombé hier, on va le regarder. C'est 25% en 5 ans en plus pour les policiers, 28% pour les gendarmes. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais c'est ça, et pour donner un chiffre précis, en 2015, on a eu 5700 policiers blessés. Donc c'est quand même un chiffre extrêmement important, et ça montre à quel point la dangerosité des missions qui sont affectées aujourd'hui à la police.
En fait, le problème, il est peut-être là, la définition des tâches aujourd'hui des policiers. Et dans leur formation notamment, parce qu'au fond, un policier, ça peut faire à la fois aller dans ces zones de non-droit, ou ces zones extrêmement difficiles. On voit à quel point c'est dangereux, c'est difficile, il faut les former pour ça. Et puis d'un autre côté, eh bien, on va en retrouver d'autres qui vont faire des tâches, je dirais, administratives. Et au fond, est-ce que ceux qui font ces tâches administratives ont besoin de recevoir la même formation, ont besoin d'être des policiers? Redéployer les Exactement. moyens. L'Angleterre s'est posé ces questions-là avant nous. On va aller dans une zone de non-droit dans quelques instants, simplement sur les revendications des policiers. Pêle-mêle, revoir les règles de la légitime défense, demander une justice plus ferme. Est-ce que ce sont des revendications qui, à vos yeux, sont utiles? D'accord, pas d'accord? C'est exactement ça. Une justice qui attribue des peines et les fait exécuter. 80 000 peines de prison ferme non exécutées actuellement en France. Et puis, un problème juridique actuellement qui fait que les policiers n'ont pas, contrairement aux gendarmes, le droit d'utiliser leurs armes. Disons que la légitime défense est pour eux beaucoup plus difficile à invoquer que pour les gendarmes. Alors, un projet de loi a été voté pour changer cela depuis les attentats de l'année dernière, mais il n'est toujours pas en vigueur. Donc c'est une légitime demande de la part des syndicats de policiers. Un mot de commentaire sur ces deux points précis avant de partir à la Grande Borne, justement, pour essayer de voir, de comprendre si c'est une zone de non-droit ou pas. On comprend à la fois leur désarroi et leurs revendications. Et c'est peut-être pour eux, à quelques mois en tout cas, on est déjà en débat électoral. Donc c'est aussi peut-être un moment de faire entendre cet immense désarroi. Il faut quand même se souvenir que depuis 1 an ou 2 ans, les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées sur... on le disait à l'instant, sur trop de tâches, à la fois de défense face au terrorisme, etc., et puis des tâches aussi de défense des territoires, enfin de nos territoires, et c'est là où on aperçoit qu'ils n'arrivent pas à mener... ils sont peut-être pas suffisamment nombreux dans ces endroits-là. Alors évidemment, on a engagé tout ce débat autour des effectifs, mais encore une fois, c'est peut-être la répartition de ces effectifs, à la fois par métier, et aussi peut-être par ce qu'on appelle la densité policière, c'est-à-dire revoir la carte de France et où a-t-on besoin de ces forces de l'ordre aujourd'hui. Avant de partir à la Grande Borne, Manuel Valls est retourné, puisqu'il y était déjà hier, à Viry-Châtillon. Je vous propose d'écouter le Premier ministre qui vient tout juste de s'exprimer. J'ai eu l'occasion de les rencontrer hier, plutôt de les voir, parce que l'un d'entre eux était en pleine opération. Je sais que les choses se sont bien passées, mais je ne ferai pas de commentaires particuliers. Les médecins de Saint-Louis forment une équipe tout à fait exceptionnelle et c'est eux qui doivent donner les informations qui s'imposent à la famille. Nous pensons à eux. Vous savez, les policiers protègent les Français tous les jours et ils font preuve d'un travail remarquable, d'un engagement remarquable. Mais nous devons aussi protéger les policiers face à ces barbares. Et avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en les rencontrant hier, ces policiers de l'Essonne, des différents commissariats concernés par cette agression, par ce crime abominable. Nous leur avons encore assuré qu'ils auraient l'occasion d'avoir tous les dispositifs, tous les matériels nécessaires pour faire face à cette violence. Voilà, Manuel Valls, petite rectification qui ne se trouvait pas à Viry-Châtillon, mais devant l'Assemblée nationale. Manuel Valls, on l'aura remarqué, qui parle de barbares, alors que Bernard Cazeneuve parlait hier de sauvageons. Un terme revient dans le débat depuis samedi, zone de non-droit. Elle n'existe pas, affirme de concert Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Pourtant, on peut trouver une carte de France des ghettos, pour reprendre la terminologie employée lors de sa publication. Vous le voyez, 64 quartiers, ils sont répertoriés. On y retrouve justement la Grande Borne. Est-ce une zone de non-droit? Élément de réponse avec Lucas Zajdela. Malgré quelques fouilles et une présence policière renforcée, à la Grande Borne, les guetteurs sont toujours au pied des immeubles. Rien que dans ce quartier, il existe plusieurs points de vente. Certains peuvent rapporter jusqu'à 5 000 € par jour. Hervé Pierre est un ancien commissaire de police. Il décrit aujourd'hui sur son blog comment ce type de quartier a développé toute une économie criminelle à partir du trafic de drogue. On va trouver de la contrefaçon, on va trouver du tabac en grande quantité, et on se trouve tout un commerce illicite et une économie parallèle qui s'est mise en place pour pallier le départ des commerces légaux. Une économie parallèle que l'ancien commissaire évalue à plus de 20 milliards € chaque année.
Comme la Grande Borne, au moins une centaine de quartiers sont ainsi devenus des zones de non-droit, même si l'expression reste taboue pour les autorités. Pourquoi dit-on qu'il n'y a pas de zone de non-droit? C'est parce que l'on vous dit qu'on peut toujours y rentrer. Mais à quel coût? On ne peut y rentrer qu'avec une CRS ou avec des renforts. Il est hors de question pour une voiture de patrouille de rentrer dans la cité. Présence impossible des policiers et réponse insuffisante de la justice. Selon Hervé Pierre, la plupart des condamnés pour actes de délinquance ne sont jamais incarcérés, même en cas de récidive. Bien, est-ce que ces quartiers, d'après vous, sont en train de se transformer en ghettos ethniques un peu à l'américaine? Mais c'est évident, on le sait. Il y a près de 600 ou 700 Molenbeek en France, zone de non-droit, zone de non-France. Et je pense que malheureusement, seule une intervention extrêmement pugnace des forces de sécurité, peut-être probablement de l'armée, c'est peut-être pas l'état d'urgence qu'il fallait proclamer, mais plus l'état de siège dans ces zones pour rétablir l'ordre. C'est ahurissant ce qu'on nous montre une fois de plus, mais on le sait depuis longtemps. C'est vrai que ce reportage est assez édifiant. On entend parler de 20 milliards d'euros de l'économie parallèle. C'est quasiment un point de PIB. Donc on se rend compte à quel point c'est gigantesque. Évidemment, il faut que les forces de l'ordre puissent aller dans ces territoires, mais ça ne suffira pas. On connaît les mots de ces endroits. Je veux dire par là qu'il faut repartir à la conquête de ces territoires par aussi les services publics qui ont déserté totalement ces endroits-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces commerces privés qui sont partis. On le voit très bien dans le reportage. Donc en fait, c'est une reconquête à la fois presque citoyenne et sociale à faire. Et bien sûr, les forces de l'ordre. Mais ça ne suffira pas uniquement d'envoyer l'armée, pourquoi pas, pour rebondir sur ce que disait Charles. Il faut d'abord établir l'ordre et la sécurité. Parce que avant d'envoyer les petits commerçants, je veux vous dire qu'il faudra d'abord nettoyer cette... Bien sûr, mais uniquement la reconquête uniquement par les forces de l'ordre ne suffira pas, si vous voulez, à redonner une nouvelle économie et même une nouvelle société dans ces ghettos. C'est clair, mais 30 ans de laxisme, là maintenant on paye cash. Ce qu'il faudrait, c'est sécuriser le périmètre, donc fermer nos frontières temporairement pour pouvoir ensuite sécuriser ces zones de non-droit. Et puis ensuite, une fois que l'ordre est établi, en effet, je pense que vous avez raison, une économie peut se recréer, mais là on est dans une telle situation de laxisme que... Hélas. Il faut faire intervenir l'armée pour reprendre votre propos. C'est l'autre actualité de ce matin finalement. Vladimir Poutine ne viendra pas à Paris, donc pas de rencontre avec François Hollande pour parler de la Syrie. On se souvient des propos de François Hollande sur TMC qui s'interrogeait sur l'opportunité d'une rencontre. On ne peut pas dire que ce midi le climat soit à la détente entre Paris et Moscou. On va retrouver notre correspondant en Russie, Jean-Claude Galli. Bonjour. Comment interpréter cette position de Moscou ce midi? Écoutez bien, compte tenu de l'action militaire menée par la Russie en Syrie, une action condamnée vigoureusement par la France, notamment aux Nations Unies, à l'Élysée, on se voyait mal organiser une visite dont l'objet était principalement l'inauguration de la nouvelle église orthodoxe russe de Paris. Une église dont la construction a été financée par la Russie. On sait que François Hollande ne voulait plus se rendre en compagnie de Vladimir Poutine à cette inauguration, comme cela avait été prévu à l'origine, et qu'il souhaitait strictement limiter ses contacts avec le président russe à un entretien portant sur la situation en Syrie. Autant de conditions jugées inacceptables par le Kremlin et même considérées comme humiliantes, Vladimir Poutine ne voulant pas laisser croire qu'il accepte de se rendre à une convocation de son homologue français. Les deux hommes devraient toutefois se retrouver le même jour à Berlin avec Angela Merkel et le président ukrainien Petro Poroshenko pour un sommet portant sur la situation en Ukraine. Mais vu le climat politique extrêmement tendu entre Moscou et les grandes capitales occidentales, on peut se demander si ce sommet ne sera pas lui aussi annulé. Merci Jean-Claude Galli en direct de Moscou. D'après vous, qui sort vainqueur de cet épisode? C'est Hollande ou c'est Poutine? C'est Poutine. Là, Hollande s'est ridiculisé. En plus, avec son hésitation diplomatique sur une émission de divertissement ce week-end où il dit « je ne sais pas ce que je vais faire ». Enfin, on atteint les niveaux du grotesque. De toute façon, la France a une position tout à fait incompréhensible depuis des années, malheureusement, et ça ne date pas que de Hollande. Ça a commencé en 2010-2011 vis-à-vis de la Syrie.
Et donc, il faut que les choses soient claires. Si on a un ennemi, c'est l'État islamique, mais à ce moment-là, c'est ça qui doit passer en priorité. Là, rappelez-vous les déclarations de Fabius disant Al-Nosra fait du bon boulot, alors que maintenant, ils sont alliés à Daesh. Donc, franchement, moi, si Hollande ne sort pas grandi, encore une fois, et ni la France, hélas, de cet épisode tragique. Vainqueur Poutine, donc. Oui, vainqueur Poutine, mais je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. Vainqueur Poutine parce qu'effectivement, cette hésitation, elle est un peu grotesque et finalement, elle ne sert pas la diplomatie française. Mais si vous voulez, effectivement, il y a trop d'allers-retours dans notre diplomatie sur ces sujets-là, et notamment vis-à-vis de la Russie. Rappelez-vous, il y a la dernière visite de Vladimir Poutine en France, c'était il y a 1 an. Il était venu au moment, en fait, c'était pour la COP, pour lancer la COP 21. Mais à ce moment-là, on était auparavant en coup de froid. Il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu l'Ukraine, il y a eu la Crimée, il y a eu les sanctions, il y a eu la non-vente des Mistral. Bon, il y a donc eu beaucoup de... Et l'année dernière, finalement, on se rabiboche et on se dit, bon, finalement, on a à peu près les mêmes politiques. Alors, c'est un changement de la politique française en Syrie. Tout d'un coup, on se dit, d'accord, on peut travailler avec les Russes. Et puis là, on est en train de s'apercevoir que non, on ne peut plus travailler avec les Russes. Mais on a quand même cette impression de changement de pied un peu trop souvent, jusqu'à ce dernier, ce qui s'est passé samedi dernier avec cette émission. Il fallait, de la part du président de la République, sans doute dire annuler cette visite s'il le pensait utile. Il a laissé la main en fait à Poutine qui dit non, on ne fait pas cette visite. Le contexte, il dépasse largement juste Paris et Moscou. C'est un contexte international. Le ministre allemand des Affaires étrangères l'autre jour s'est exprimé dans Bild, dans un journal allemand, pour dire à quel point on est dans une situation dangereuse et sans doute peut-être plus dangereuse même que la guerre froide. On va écouter justement François Hollande. On vient de recevoir ce sonore, comme l'on dit, le chef de l'État qui se trouvait à Strasbourg ce matin. Avec la Russie, la France a un désaccord majeur sur la Syrie. Et le veto russe à la résolution française au Conseil de sécurité a empêché la cessation des bombardements et la proclamation de la trêve. Les principales victimes, ce sont les populations civiles, celles qui vivent sous les bombardements, meurent sous les bombardements. Et c'est la raison pour laquelle je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc. Sinon, il n'a pas sa place. Sinon, c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements et de proclamer la trêve. Est-ce que vous êtes convaincu par l'argumentaire présenté il y a quelques instants par François Hollande ? Mais non, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On est dans la posture morale de principe permanente. Là, il parle donc des bombardements, c'est terrible, notamment en effet sur certains hôpitaux, parce que ça tombe évidemment, c'est la guerre. Mais il ne parle pas des bombardements aussi qui sont effectués sur les zones rebelles. Il ne parle pas aussi des bombardements qui sont effectués par l'Arabie Saoudite sur Sanaa au Yémen. Donc c'est une espèce de posture morale et contre la Russie. C'est déséquilibré. C'est pas normal qu'un pays comme la France, membre du Conseil de sécurité, ait des positions aussi déséquilibrées. Non, je pense qu'il a raison d'avoir cette posture morale, et il en va même, je pense, de la position de la France. Simplement, encore une fois, cette position, elle a trop varié l'année dernière. Pourquoi avoir fait autant confiance tout d'un coup à Vladimir Poutine ? On avait Jean-Yves Le Drian qui était là en train de dire, bah oui, non, c'est bien parce qu'on va tous participer à cette coalition, parce qu'on avait dit qu'auparavant, on ne pouvait pas travailler avec les Russes, et les Russes vont frapper uniquement Daesh. On s'est aperçu que non, qu'on ne pouvait pas faire confiance à Vladimir Poutine là-dessus. Or, il lui faut un interlocuteur en face, il faut pouvoir lui répondre à Vladimir Poutine. On s'aperçoit que ça soit en France, que ça soit en Europe, peut-être Angela Merkel peut-elle arriver à peu près à lui parler, que ça soit aussi de la part des États-Unis, Barack Obama, qui a beaucoup tergiversé sur le dossier syrien, et ça a laissé une sorte de boulevard au président russe, et on voit bien aujourd'hui, il est à la fois très isolé, et en même temps il tient sa position sur le dossier syrien.
On a été rattrapé par l'actualité dans ce débat d'idées. Il nous reste vraiment 30 secondes pour conclure. Je vais me tourner. On ne peut pas parler de la primaire de la droite et du centre. Bon, voilà, on n'a pas le temps. C'est notre feuilleton quotidien. Ce matin, Bruno Le Maire parlait de primaire verrouillée. Vous qui connaissez un petit peu le système de l'intérieur, elle est verrouillée ou pas, cette primaire ? Elle est verrouillée au niveau du débat d'idées. C'est vrai qu'on parle du match Juppé-Sarkozy, mais on ne parle pas des idées, des grands sujets, à mon avis, qui devraient faire l'objet de cette primaire de la droite. Donc la place des frontières, oui, le droit du sang versus le droit du sol, la place, l'école, quelle école veut-on ? Enfin bref, les grands sujets qui devraient être l'objet de ce débat d'idées pour 2017 sont escamotés, hélas. Merci beaucoup pour cette réponse qui était franche. Merci beaucoup, Éric Scholl, d'être venu nous voir pour commenter l'actualité qui est un peu bousculée ce midi avec notamment toutes ces cérémonies d'hommage, mais aussi, on l'a compris, de colère des policiers. Restez avec nous, on fait le point. Prochain journal, 13h sur LCI.